on est de retour pour un nouveau CQFR. Et Shai, je suis très très hypé par Zaccharie Rizaché. Je sais, ce n'est qu'un match de pré-saison. C'est un match contre les Pacers, un match sans enjeu, sans intérêt, qui ne veut peut-être pas dire grand-chose. Mais j'ai beaucoup beaucoup aimé ce que j'ai vu de Zaccharie Rizaché. Victoire des Hawks contre les Pacers 131-130 sur un panier assez dingue d'ailleurs, quasiment au buzzer de Lundy, qui est son seul panier du match. Mais Zaccharie Rizaché, donc 18 points à 7 sur 9 au tir, 3 rebonds, 2 passes, plus 15 de différentiel, tout ça en 23 minutes. 18 points, c'était ses débuts en pré-saison. Et surtout, en fait, ce qui me marque, c'est toutes les façons différentes dont Zaccharie Rizaché a mis des points. Je vais te lancer là-dessus, Shai. Il a mis des paniers à 3 points en catch and shoot, des paniers à 3 points en première intention, des drives avec du footwork et de la technique pour finir du toucher. Enfin bref, c'est vraiment des beaux paniers. Et on l'a même vu marquer après avoir posé un pick and roll. Il roule, il récupère, il dunk. Bref, il y avait tout. Il y avait tout chez Zaccharie Rizaché. En plus d'une taille, enfin, il est agressif, il a de la taille. Bref, c'est qu'un match de pré-saison, mais je suis obligé de reconnaître que j'ai kiffé. Mais il faut le dire aussi que t'as pas attendu la pré-saison pour trouver Rizaché intéressant et beaucoup plus fort que ce que ne le laissent supposer les divers sondages qu'on voit ici et là. Parce que il faut le dire, c'est le first pick qui a le moins de hype depuis très 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 longtemps, je pense. Hein. Même à la limite, quand il y en a qui avaient été des first pick surprises, les Anthony Bennett, si cher à Théo et compagnie, on en parlait un peu plus quand même, il y avait plus d'analyse sur pourquoi il est numéro 1 et tout. Là, c'est un peu, les gens ont acté que la classe était mauvaise et que dans tous les cas, ce serait une déception presque. Donc, bon, déjà, t'as pas attendu ce moment-là pour dire que tu l'aimais beaucoup. Et cette première apparition, elle confirme totalement ça. Il est sorti du banc. Il a changé la dynamique de la rencontre. C'est le mec avec tu l'as dit, le plus gros plus-minus. Il est à plus 15. Il avait une vraie agressivité offensive. Il n'avait pas peur de prendre des responsabilités. C'est pas le même. Il y a pas la même pression que sur un match de saison régulière, mais en tout cas, il a l'air à l'aise. Il a l'air confiant dans ses capacités. Ça paraît évident, mais c'est pas toujours le cas. Tu débarques, tu as joué toute ta vie dans ton pays natal. Tu débarques dans une équipe, il y a quand même quelques stars. Enfin, Trae Young, c'est une star. Tu joues contre des stars, tu peux être un peu impressionné. Là, premier match de pré-saison, le voir rentrer comme ça avec une telle facilité, une telle variété dans ce qu'il était capable de faire, même sans s'emballer, c'est extrêmement prometteur et rassurant. Et je pense que les fans des Hawks, pareil, je me fie un peu, faut pas toujours se fier aux réseaux sociaux. Je te dis, ils vont s'enflammer. Mais, moi, je suis un fan mais des Hawks, voilà, mais direct. les fans des Hawks américains, qui le découvrent un peu, ils sont hyper étonnés et emballés par tout ce qu'on a dit là, c'est-à-dire la fluidité athlétique, les qualités techniques, la panoplie, quoi. Donc, voilà, la taille, c'est un très bon début qui est prometteur. Et on va suivre ça, on va espérer que ça continue comme ça, mais c'est très très intéressant. En tout cas, il s'est pas laissé impressionner en tout cas. Ouais, non, c'est clair que c'est très très intéressant. On pourra reparler plus tard du sondage des GM ou de tous les Mhm. sondages qu'il y a eu. Je pense qu'il y a même des dirigeants, même encore une fois, c'est qu'un match de pré-saison. Ça se trouve, le prochain match, il passe à côté. Enfin, tout le monde sait comment ça Oui, oui. fonctionne, mais juste sur ce match-là, ce qu'il a montré, il y a des dirigeants qui vont se dire, ah oui, quand même, c'est obligé, parce que l'étendue de la panoplie est vraiment intéressante, la taille. Et cette équipe des Hawks, c'est intéressante. Il y a eu un très bon Dyson Daniels qui met 14 points, qui a eu de l'activité en défense, qui a bien fonctionné avec Rizaché. Trae Young, 17 points. Mhm. Jalen Johnson, 19 points, 10 rebonds en Ah, 22 minutes. lui, il est lui, il est trop bon. L'évolution. Lui, il est trop Ouais. bon. L'année dernière, on l'a vu dans une saison hyper médiocre pour eux. Il est vraiment trop trop bon. Vraiment, c'est Mais un super joueur. franchement, tu as un 5 où il y a Dyson Daniels, Trae Young, Rizaché, Jalen Johnson et Capella Okungu. Tu as un 5 vraiment intéressant. On l'a dit plusieurs fois, je pense qu'on peut le répéter. Les Hawks, ça va vraiment être une équipe sympa à regarder, à suivre et qui va surprendre un peu de monde, je pense. Tu penses qu'il sortira du banc, Rizaché, comme sur ce match-là? Peut-être pas longtemps. Il faudra voir. Ouais. Ça dépend. On en parlait dans le podcast. Ouais. Je me demande si Hunter, il n'y a pas une volonté un peu de le mettre en avant pour qu'il soit échangé, quoi. Mais c'est vrai que là, Hunter, bon, il est passé à côté, il met 4 points, 2 sur 10, 0 sur 6. En tout cas, il est passé à côté en termes d'adresse, plutôt. Parce qu'après, dans le jeu, c'était autre chose. Mais en termes d'adresse, il est passé à côté. Hunter, il peut être laissé titulaire et il se partage vraiment les minutes. Il y a une répartition des minutes. Je pense que, allez, le seul enseignement que je peux tirer de ce match, le vrai enseignement, si je mets de côté tous les trucs pour m'enflammer, c'est de me dire, ok, Rizaché, il va être vraiment dans la 6e, 7e homme au pire des cas, quoi. Donc, il va vraiment avoir des minutes chaque soir et du coup, l'occasion de se tester chaque soir. Il y aura des soirs avec, il y aura des soirs sans. Mais
Ouais, enfin, s'il faisait vraiment des matchs comme ça 70% du temps, bah, il y aurait des raisons de le mettre titulaire. Sauf si tu veux éventuellement transférer Hunter et que t'espères qu'il se montre un peu pour que sa valeur soit haute, quoi. Ouais, ou alors ils se disent qu'ils vont prendre du temps avec lui, pas lui mettre de pression en le mettant dans le 5 tout de suite. Parce Oui, que là, dans ce registre-là, pour dynamiser, il a été très bien. Donc je sais pas si la vocation va être comme ça toute la saison, mais moi je pense qu'il peut faire les deux, hein. Il peut être titulaire, il peut être remplaçant. Ça va. Là, évidemment, les ambitions des Hawks vont aussi un peu peut-être dicter le truc. S'ils voient qu'ils sont tout de suite très très bons, ils vont peut-être le ménager un peu et pas lui mettre trop de pression. Mais en tout cas, c'est très prometteur et le reste de la pré-saison va valoir le coup aussi pour voir comment ils se débrouillent et puis comment se débrouillent tous les Français globalement, hein, parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes. L'avantage quand tu es remplaçant, c'est vrai, tu joues contre les remplaçants adverses la plupart du temps, donc l'adversité est un peu moins forte. Tu as peut-être plus d'occasions d'avoir la balle en main, ce qui ne serait pas le cas s'il était dans le 5. Donc ça, en fait, peu importe en fait moi quel est son rôle exact pour l'instant, du moment qu'il a au moins 20 minutes chaque soir, c'est ça qui m'intéresse pour Rizaché, entre 20 et 25 minutes. Ce serait fou que ce soit pas le cas pour un numéro 1 de draft, parce que c'est vrai que là on le prend comme un joueur, voilà, mais c'est un numéro 1 de draft, ce serait fou qu'il soit aussi peu utilisé. Donc non, c'est clair. Voilà. T'as raison. Allez, il y a un autre Français qui s'est montré pour la deuxième fois, c'est Tidjane Salin qui a encore fait un bon match. On sent la confiance d'ailleurs. Tidjane Salin qui chambre après ses paniers et tout. 15 points de Tidjane Salin avec 4 paniers à 3 points. 15 points en 25 minutes, 8 rebonds, 3 passes. Victoire des Hornets contre le Heat. Pareil, les Hornets seront peut-être pas ridicules cette saison au passage. LaMelo Ball a l'air dans une forme il est chaud, hein, ouais. 24 points, 6 rebonds, 4 passes en 23 minutes. Lui aussi, ça fait 2 fois qu'il cartonne sur un tout petit temps, enfin sur un temps de jeu un peu plus court. Mais ouais, Tidjane Salin confirme sur le deuxième match, pas mal. Et comme je l'ai dit hier ou avant-hier, vraiment, il y a dans toutes ses performances, et c'était déjà le cas quand il jouait en France, hein, c'était déjà le cas, ou même les matchs qu'il a fait en sélection, j'aime bien les joueurs comme ça qui ont de la personnalité dans leur jeu, tu vois. Alors ça peut parfois s'apparenter à des excès de confiance, des trucs comme ça, mais tu sens qu'il kiffe être là. Il y a cette même agressivité offensive que j'évoquais avec Rizaché, mais qui est encore plus marquée chez Salin quand même. C'est vraiment un mec qui se cache pas non plus. C'est le point commun entre les deux, je trouve, là, sur leur performance. C'est pas les mêmes joueurs, mais pareil, il a pas peur d'être là. Il se dit, bah, là, vous me donnez ces minutes-là, je vais vous montrer que j'en mérite encore plus et que je vais en tirer le meilleur. Je vais tirer le meilleur de ce que vous allez me donner. Et là encore, à 3 points, il est impressionnant, hein, pour l'instant. Je parlais de son geste qui avait pas mal impressionné les gens. Là, il continue. Il est à, je crois, 7 sur 12 en tout sur les 2 matchs. Il est à 4 sur 7, je crois, cette nuit. J'ai pas les stats sous les yeux, mais il est 4 sur 7, je crois. 4 sur 7, c'est ça. Ouais, mais puis voilà, des vrais beaux shoots, quoi, tu vois. C'est pas forcé, c'est bien. Enfin, voilà. En tout cas, il a confirmé et je pense qu'il va vite lui aussi s'imposer comme un mec important de la rotation. À mon avis, ça va pas trop traîner et il n'y aura pas de phase d'attente et de transition avec lui. J'ai quand même l'impression qu'il va pas mal jouer cette saison. Yes, ouais, non, c'est vraiment encourageant effectivement pour Salin, hein. Et pareil que Rizaché, la taille de Salin, c'est vraiment quelque chose. Visuellement, moi j'en reparle beaucoup, hein, mais l'impression visuelle, elle est importante parce que il a l'air de prendre une place dingue sur la hauteur, même sur la largeur. C'est pas anodin. Allez, on peut continuer avec les autres matchs. Juste petit mot peut-être, parce que à Charlotte, il y a Moussa Diabaté. C'est un joueur que j'aime bien, donc voilà. Je sais pas si on aura l'occasion de beaucoup parler de lui pendant la saison, ça va dépendre de son temps de jeu, mais il a encore été super actif. Il prend 10 rebonds, je crois, et surtout il fait un contre hyper important dans les dernières secondes, qui après pousse l'adversaire à faire faute sur lui, donc il met un des 2 lancers, et c'est le dernier point du match. Donc ouais, c'est exactement le registre dans lequel je l'aime, tu vois. De la défense agressive et athlétique. Je pense vraiment qu'il peut apporter quelque chose à une équipe. Si c'est Charlotte, c'est cool. Si c'est ailleurs, c'est pas grave non plus. Mais je pense qu'il doit s'accrocher. Il va réussir à avoir une place. Ouais, tu fais très bien de le souligner. Je disais du coup, dans les autres matchs, Phoenix Détroit 105 à 97 pour Phoenix. Ce qui est intéressant, c'est que Budenholzer, il a tenté le 5 avec tous les petits, enfin avec Tyus Jones, Booker et Bill. C'est comme ça qu'il a commencé le match. Donc voilà, à voir ce que ça donnera défensivement, mais bon, ça a plutôt bien fonctionné. C'était avec Plumlee, c'est ça? Il y a du coup dans le 5 avec eux, Plumlee et Plumlee, puis Tyus Jones. Tyus Jones, Booker, Bill, Durant et en gros, il a les 3 petits. Il a Bill, Booker et Tyus Jones. Donc je pense que défensivement, ça, il y a des soirs où ça sera très compliqué. Mais en tout cas, pour ce qui est de fluidifier le jeu, j'imagine que c'est pas trop mal. 21 points de Kevin Durant. Du côté des Pistons, 17 points pour Jalen Duren, 16 pour Jaden Ivey.
Et le joueur qui est un peu intéressant sur cette pré-saison depuis le début, c'est Ron Holland. Alors là, il a mis 10 points, 4 passes. Il n'avait pas été trop mauvais non plus dans le premier match. Enfin, il commence à se montrer. Voilà, c'est leur 5e choix de draft, je crois, Ron Holland. Donc, c'est toujours intéressant, même si, bon, voilà, encore une fois, c'est évidemment de la pré-saison. Si je dis qu'il faut temporiser pour Risacher, il faut aussi temporiser pour tous les autres. Combien de passes pour mon gars Tyus Jones? 7? Quelque chose comme ça. 7 passes. Voilà. 7 points, 7 passes. C'est sa saison. 0 ballon perdu, évidemment. Voilà, classique. Ouais, ça va faire du bien dans le 5 des Suns. Ouais, recrue, ce sera jamais parfait, parce que du coup, défensivement, c'est compliqué avec 3 petits, mais c'est vraiment... ça va être pas mal. C'est la recrue la plus... Je vais pas dire sous-côté, mais c'est une des recrues dont on a peu parlé, mais parce qu'elle est arrivée un peu tard, et c'était pendant les vacances, mais c'est une super recrue. Moi, je l'adore, et je pense qu'à Phoenix, c'est parfait. Ah bon, on en reparlera quand on se penchera plus en avant sur les Suns, je pense, mais voilà. Les Clippers ont battu les Nets. Bon, là, j'imagine qu'on n'aura pas grand-chose à dire. Juste que Killian Hayes n'a pas joué... Parce que, alors, heureusement, quand j'ai pas vu qu'il était pas sur la feuille, je me suis dit, ah non, qu'est-ce qui se passe? Il est déjà écarté, ils vont pas le garder. En fait, non, ça va. Il est touché à la hanche, il avait des douleurs à la hanche, donc il a pas joué ce match-là. A priori, il devrait jouer le suivant. Il y a de la place. Il y avait Ben Simmons qui a fait son retour aussi. C'était pas flamboyant, c'était pas fou. J'ai vu un peu les. Parce qu'il y a plein de mecs, bon, il est tellement clivant qu'il y a plein de mecs qui l'aiment pas et qui s'amusent à faire des compiles direct après les matchs de tout ce qui n'a pas été pour lui. C'est sûr qu'il a l'air un peu emprunté physiquement, mais à côté, il n'a pas joué depuis longtemps et c'est pas facile de revenir comme ça. Donc bon, ça n'a pas été un retour très probant pour l'instant. Et Chicago a battu Cleveland 116 à 112, je crois. Alors attends, oui, c'est ça, 116-112. Pareil, ça, j'ai pas vraiment regardé d'image. Je peux vous donner juste des stats. 21 points de Kobe White, 21 points de Kobe White. Je suis en train de regarder ça. Il y a 19 points quand même d'Evan Mobley avec 6 rebonds. 9 sur 14 c'est le truc intéressant du match, je trouve. C'est le truc intéressant, c'est que pour Chicago, c'est l'équipe qui va débuter à peu près. Cleveland aussi, ça c'est intéressant de les voir un peu en action. Mais Evan Mobley, il a été très très sollicité en attaque. Et vu qu'on n'arrête pas de parler du fait qu'on attend qu'il soit sollicité en attaque et qu'il progresse là-dessus, c'est un signe très prometteur, je trouve. Ça montre que Kenny Atkinson a vraiment envie d'appuyer là-dessus. Et là, dans le 5, il y avait Donovan Mitchell, il y avait tout le monde. Donc, et pourtant, sur un temps de jeu court, il a réussi à prendre les tirs et il a réussi à les mettre aussi. Donc, je confirme ce que j'ai dit dans je sais plus quel podcast ou c'est QFR qu'on avait fait, mais c'était pour les joueurs qui vont exploser, je crois, quand on en avait discuté un matin. Ce bout de match me confirme qu'ils vont en tout cas essayer de le faire exploser, je pense. Il y a 11 points, 7 rebonds et 3 passes de Josh Giddey qui faisait ses débuts avec Chicago. Et Matas Buzelis, le rookie, a quand même fait 12 points, 5 rebonds, 3 passes. Le hater de Zachary Risacher. T'avais pas vu pendant l'intersaison, ça? Si, je me souviens de ça. Enfin, c'est pas le hater, mais il disait, en gros, pas de raison, c'est moi le numéro 1, c'est pas lui. Enfin bref, ça va être une petite rivalité sympa. Yes, allez, on a fait le tour des matchs de pré-saison de NBA. On va se tourner vers la WNBA avec le dernier match de la demi-finale entre Minnesota et Connecticut. Victoire du Lynx 88-77. Minnesota rejoint donc New York en finale WNBA. 27 points, 11 rebonds, 4 passes pour Nafisa Collier. Qualification du coup du Lynx d'Olivia Epoupa. Ouais, Olivia Epoupa qui est pas entré en jeu mais qui est quand même ravi d'être là, qui va jouer ses premières finales WNBA dès sa première saison en WNBA. Bon, moi forcément en tant que... Alors je vais pas m'identifier fan du Connecticut Sun, mais c'est l'équipe que je préfère depuis quelques années, à la manière dont ça joue, dont c'est construit. Mais donc bon, un peu triste pour le Sun, mais quelle belle équipe Minnesota. Sur ce dernier match encore, on a vu tout ce qu'il faisait, que malgré un effectif moins talentueux que beaucoup, ça a encore été collectivement parfait avec peut-être la meilleure coach, une des meilleures coachs de l'histoire, Cheryl Reeve. Nafisa Collier exceptionnelle. Ça, on le dit à chaque fois qu'on l'évoque dans un CQFR, elle est tellement complète et tellement tranchante. Mais c'est pas tellement Collier qui a fait la différence, je trouve. C'est vraiment collectivement où les Lynx qui menaient de 19 points à la mi-temps, 19 points, ont vraiment commencé très vite, ont verrouillé les meilleures attaquantes adverses. On n'a pas vu Alyssa Thomas, on n'a pas vu Dewana Bonner. Voir Dijonay Carrington, qui est encore celle qui prend le plus de tirs, c'est pas bon signe pour Connecticut. Et à côté, par contre, les Lynx se sont pas reposés que sur Nafisa Collier, et c'est aussi ça qui a fait la différence. C'est que Courtney Williams, 24 points. Courtney Williams, c'est une joueuse, j'ai eu beaucoup de mal avec cette joueuse pendant des années. Elle jouait avec le Sun, elle a joué des années avec le Sun, un peu pétard ambulant,
pas facile à contrôler, tu vois, qui prend des tirs un peu discutables de temps en temps. Et là, depuis qu'elle est à Minnesota, elle est parfaite. 24 points et je crois qu'elle donne 7 passes aussi. Enfin, en tout cas, elle fait un. Oui, c'est ça. Ouais, elle a été redoutable. Et là, voilà, elle est épanouie dans cette équipe-là, comme plein d'autres joueuses qu'on rejoint. Kayla McBride, qui était une All-Star et que je trouvais vraiment sur le déclin, elle a été vraiment relancée avec les Lynx. Et elle met 19 points, elle fait encore une super défense. Et voilà, c'est mérité en fait. C'est beau de voir une équipe qui est pas. On est dans une époque où il y a quand même eu une formation de super team avec New York, qui arrive en finale 2 fois de suite avec sa super team. Les Aces, même si c'est une autre forme de construction, c'est un peu une super team parce qu'elles ont eu plein de first pick et elles ont rajouté des joueuses aussi très référencées. Là, c'est une équipe qui mise sur une joueuse qui n'a pas été draftée numéro 1, Nafisa Collier, et sur des pièces rapportées qui se sont imbriquées dans un projet, une forte défense, beaucoup de passes. C'est remarquable. Après, je ne sais pas ce que ça donnera en finale. Il y a une telle force de frappe de l'autre côté que ça va être compliqué, mais d'ailleurs, il y aura une preview, on fera une preview avant le premier match. Ça arrive très très vite, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi, mais normalement demain matin vous aurez demain matin ou dans la journée vous aurez une preview de la finale. Ça sera très compliqué pour Minnesota, mais c'est une équipe hyper emballante et qui propose un basket qu'on aime bien forcément et qui est moins axé sur la domination individuelle. Voilà. Bon, on suivra ça. On va fermer cette page WNBA pour finir avec le fameux sondage des GM, le sondage organisé chaque année par John Schumann, le journaliste de NBA.com. Du coup, tout un tas de questions posées aux dirigeants de la NBA. Je te propose qu'on en discute ensemble de certaines. Surtout que je les ai pas. J'ai vu comme d'hab, j'ai vu des tweets de gens offusqués et tout. Je sais pas exactement, j'ai pas les pourcentages et les trucs, donc ça m'intéresse aussi de l'apprendre en même temps que vous. Pour quelle équipe va remporter les finales NBA 2025 ? 83% des GM ont plébiscité les Boston Celtics. Ah oui, c'est beaucoup. Pas trop de surprises. Chaque année, ils choisissent plus ou moins le champion en titre. Ah, mais 83%. Oui, okay. Donc c'est qu'il y a quand même une majorité. Et il n'y a que 2 autres équipes qui ont reçu des voix. Il y a eu, grosso modo, si je devine, il y a eu une voix pour Dallas et une voix pour OKC. Je suis assez surpris. Je le disais hier dans un chat. Je trouve qu'OKC va être très très fort. Va être premier à l'Ouest, sans doute avec un très haut nombre de victoires. Et paradoxalement, j'ai du mal à me dire que le Thunder va être champion dès cette année, parce que je pense qu'il faudrait un gap en avant de Chet Holmgren et Jalen Williams trop important. Je les vois passer un cap, attention. Je vois Williams comme un potentiel All-Star, Chet Holmgren pas si loin. Et je ne sais pas si dès cette saison on aura tout ce gap, alors peut-être que je me trompe. Encore une fois, je vois le Thunder très haut, je ne serais pas surpris qu'il fasse finale de conf, peut-être même finale NBA, mais champion NBA, j'ai encore un poil de... Mais ça va pas tarder, ça pourrait ne pas tarder. Mais en tout cas, il y a une confiance assez dingue des GM envers OKC. Parce que si je dis pas de bêtises, c'est peut-être avec ça que tu allais enchaîner, mais sur le MVP, il me semble que c'est quand même un joueur d'OKC qui arrive en tête. Ouais. Je vais en parler. Alors, d'abord, juste, il y a un truc qui m'a. C'est là pareil où je me dis qu'il se base en fait trop souvent, beaucoup trop sur la saison dernière, parce qu'il donne aussi les classements, c'est des équipes. Alors, je suis assez surpris de voir que Milwaukee, pour eux, finira plutôt 5e. Enfin, ça marche pas tout à fait comme ça, parce que tu donnes les votes pour les 4 premières places. Et Cleveland, au final, si on suit les votes, finirait devant Milwaukee. Bon, c'est pas impossible, cela dit, mais c'est étonnant quand même. Il y a une petite méfiance envers les Bucks. Normal. Je comprends, mais qui, je pense... Enfin, à voir ça dépend comment ça a commencé Milwaukee. New York est perçu comme 2e devant Philly. Pareil, ça m'étonne un peu. Je sais pas à quel point je suis 100% convaincu par tous les moves qu'ont fait les Knicks cet été. Je pense qu'il y a beaucoup de si. Mais je vais surtout parler de l'Ouest. C'est là où je te dis que ça suit vachement le truc de l'an dernier. C'est qu'en fait, Minnesota est encore perçu comme le favori pour être 2e. Genre, tout le monde plébiscite le Thunder en tant que premier. Mais Minnesota sera 2e à l'Ouest selon les GM. Et ça, j'ai beaucoup plus de mal à y croire, tu vois. Ah, mais moi aussi, je pense pas. C'est très très dur de rester très constant et performant, surtout à l'Ouest. Donc je pense que Minnesota sera à la lutte pour une place dans le top 6, il n'y a pas de raison. 2e quand même, quand tu vois sur le papier... Il y a plus de voix sur la 2e place. Ouais, parce que je sais pas, Denver, Phoenix, il y a de quoi faire. Je serais pas surpris que Minnesota soit 2e, mais quand même, c'est autant de confiance. Et après, est-ce que ça a été fait avant le trade de Kat ou pas ?
Oui, ça a fait avant le trade de... non, après le trade de 4. Après, ok. Oui, le trade de 4, oui, pour Ok, les Knicks. ok. Non, mais oui. Et Memphis, c'est quand même à récolter des voix pour finir deuxième. Il y a un mec qui a mis Memphis deuxième. Il y a deux qui ont mis Memphis troisième. Et il y en a trois, je pense, qui ont mis Memphis... Promis, c'est pas moi. Hein. C'est pas moi qui ai fait des comptes alternatifs pour voter pour Memphis deuxième. Alors le MVP, comme tu l'avais déjà laissé entendre, c'est effectivement Shai Gilgeous-Alexander qui prend 40% des votes, 30% pour Luka Doncic, 7%, enfin égalité. Après il y a Embiid, Jokic, Tatum, Giannis a reçu une voix, Jaylen Brown a reçu une voix, Anthony Edwards a reçu une voix. Voilà, moi je trouve pas de surprise Shai en tant que favori. Je pense aussi le Thunder risque d'être vraiment premier à l'Ouest. Je serais pas surpris non plus que Shai soit MVP. Ce serait pas une grosse surprise, mais ça fait un pourcentage élevé, je trouve, quand même. Parce que, bon, il y a toujours les mecs habituels. Enfin, Jokic est toujours là. Luka va. Je pense que Luka, ça le titille un peu. À un moment, il va quand même essayer d'aller le chercher. Pour moi, c'est plus serré. C'est beaucoup plus incertain. Ça se joue entre Jokic, Doncic et Shai. Et on va pas oublier Giannis non plus, qui, au bout d'un moment, va peut-être refaire une saison de mammouth. Si les Bucks sont bien placés, sont deuxième ou même plus. Attention à Giannis aussi. Jaylen Brown MVP, j'y crois pas du tout, par contre. Et je sais plus qui d'autre j'ai pas cité, mais non, mais les noms sont logiques. Après, je sais pas si je mettrais Shai dans mes pronos MVP. Je voudrais pas lui mettre cette pression là supplémentaire. Parce que tu veux un titre du Thunder et tu sais que ouais, le MVP va rarement en finale. Exactement, mais oui, j'aimerais bien parce que j'aime bien cette équipe. Je suis d'accord avec toi, par contre, hein, j'ai aussi peur que ce soit un tout petit peu juste et un peu tôt. Mais pourquoi pas. On l'a dit plein de fois, c'est des faux jeunes en fait. Ils ont une vraie maturité, ces mecs-là. Non, en tout cas, ils ont raison de viser le titre. Ils ont des raisons d'y croire. Tu sais jamais quand les fenêtres elles sont ouvertes, quand elles se referment. Ça sert à rien de trop calculer, de dire on a le temps en fait. Je suis d'accord avec cette idée-là. Alors, si vous deviez démarrer une franchise NBA aujourd'hui, quel joueur vous prendriez en premier? Évidemment, gros plébiscite sur Victor Wembanyama, 77%. Ce qui m'étonne, c'est que Luka Doncic a reçu qu'une voix. C'est-à-dire qu'il y a Shai Gilgeous-Alexander et Nikola Jokic qui ont reçu le même nombre de voix, mais une seule voix derrière pour Luka Doncic. Et ça, j'avoue que je suis un peu surpris. C'est quand même un joueur qui est pas très vieux. Alors Wembanyama premier, ça me surprend pas, mais de prendre Shai et Jokic devant Doncic, ça me surprend un peu vu l'âge et le talent du bonhomme quand même. Bah complètement, je sais même pas comment expliquer ça en fait. C'est quoi? Parce qu'il le trouve agaçant ou parce qu'il est plutôt, il enchaîne les saisons sans trop de blessures. À part le caractère qui peut peut-être en déranger certains, honnêtement, il est tellement fort et encore tellement jeune que il vient d'emmener une équipe en finale NBA quand même. Donc je suis très très étonné. Moi, ce serait pas loin d'être un numéro 1 bis presque vu son âge. Je suis d'accord avec toi. Parce que Victor vient juste d'arriver, ce qu'il fait est exceptionnel et son potentiel est vertigineux, mais Luka, il a prouvé déjà quoi. Il a prouvé qu'il pouvait aller. Il fait une finale de conférence, des finales NBA. Il est encore jeune, relativement fiable physiquement. Je vois pas de raison de le mettre aussi bas en fait. Bon, écoute. Je suis d'accord avec toi, mais bon. Je vais en sauter quelques-uns, je vais pas les dire tous. Il y a quel joueur est le plus susceptible d'exploser sur la saison à venir? Jalen Williams, ça arrive en tête des votes, mais alors tout le monde a eu très peu de voix. Donc il y a Jalen Williams qui est numéro 1. Ensuite, tu retrouves Evan Mobley, Ja Morant, Victor Wembanyama, Paolo Banchero, Ja Morant susceptible d'exploser? Breakout saison en fait, c'est peut-être une traduction. Pour moi, il a des. Ah non, mais c'est ça. C'est la saison de la révélation. Mais Ja Morant, il a déjà été révélé. Hein. C'est plutôt est-ce qu'il va revenir. Faut rappeler qu'avant toutes les galères là. Mais des fois, les GM ils répondent. Ça n'a aucun sens. Ou alors c'est qu'il l'imagine comme une superstar, comme un MVP tous les ans, parce que il a déjà explosé, il a déjà été révélé. Ja Morant. Avant qu'il y ait toutes les galères, il était dans les 15 meilleurs joueurs de la ligue. Je pense. Hein. Ouais. Bon, bref, c'est remarque personnelle. Mais il y a des trucs un peu bizarres. Il y a les deux frères Thompson, c'est ça qui est marrant. Il y a Cam Thomas. Bon, voilà. Il va exploser au scoring, oui, ça c'est sûr. Après, dans le reste, je sais pas. Mais je te donne les meilleurs joueurs par position. Pour eux, le meilleur meneur, c'est Luka Doncic devant Shai Gilgeous. Ah, c'est ça. J'avais lu que c'est la première fois depuis je sais pas combien d'années que c'est pas Steph Curry, c'est ça? Ouais. L'an dernier, Steph Curry était largement devant. Mais alors, Luka Doncic, ce qui est étonnant, c'est qu'il reçoit des voix sur tous les postes, en fait. Bah, j'allais dire, est-ce que c'est vraiment le même type de... Est-ce qu'ils sont dans la même catégorie En fait, Luka Doncic, il serait peut-être... Si on leur avait dit, c'est un meneur, peut-être qu'il aurait plus de voix, mais il y en a qui le considèrent autrement. C'est-à-dire qu'il a des voix, sur les 3 premières positions, il a des voix. Il est même pas loin d'être aussi le meilleur small forward, enfin bref. Donc, meilleur meneur, Luka Doncic. Meilleur poste 2, Anthony Edwards, devant Booker.
Ok. Et devant Shea. Donc Shea, pareil, Shea, à un moment, il faut se fixer sur son poste. Bon, il joue meneur, mais pour moi, c'est pas un meneur. Shea, c'est un 2, tu vois. Meilleur ailier, Jason Tatum. Meilleur ailier fort, Giannis Antetokounmpo avec quasiment tous les voix. Et meilleur pivot, Nikola Jokic. Troisième du vote, c'est quand même Victor Wembanyama sur le meilleur pivot. Déjà, ok. Ouais, mais bon, là, ça va sur ces postes-là, c'est assez logique. Anthony Edwards est déjà pour eux meilleur. Donc il le passe devant Booker, parce que c'était Booker l'année dernière, je crois. L'année dernière, c'était Booker, largement d'ailleurs. Ouais. Non, mais bon, non, ça va, c'est pas très choquant. Et puis bon, les histoires de poste avec Luka, c'est ça, des joueurs comme lui sont tellement polyvalents que. Mais c'est pour ça, tu vois, je reviens à. Donc la plupart commenceraient pas leur franchise avec lui, mais ils sont d'accord pour dire que c'est le meilleur meneur, peut-être le meilleur 2, le meilleur 3, enfin. En plus, il y a la notion. En fait, le truc, c'est commencer, c'est-à-dire qu'il y a la notion de futur, mais il est jeune, Luka, donc c'est vraiment ce que je capte pas. Mais bon. Il y a peut-être encore 10 ans de Luka à ce niveau-là, donc bref. Alors, quelle équipe a fait les meilleurs moves à l'intersaison? Le Thunder, pour eux. Le Thunder devant les Sixers. Je pense que c'est un peu ce qu'on a partagé. Les Knicks terminent 3e. Moi, je suis pas méga convaincu, mais je comprends parce que tu as quand même fait venir Michael Bridges et Karl Anthony Towns. Et par contre, les Nets ont reçu des votes. Donc, l'opposé des Knicks, ceux qui ont réussi à. Bah, tu sais, ils vont réussir à tanker, en fait, les Nets. Ah, d'accord. Ils ont réussi à récupérer leur pick. Le Magic, beaucoup croient en Kentavious Poeltl, à la fois auprès des journalistes et des. Pareil, je suis un poil plus sceptique, moi. Les Sacramento Kings ont reçu des votes, mais voilà. Donc, le Thunder, bon, pas de surprise. Hartenstein, Caruso, franchement. Oui, bah, c'est très fort, c'est parfait. En fait, ils ont recruté là où il leur manquait du monde. Exactement ce qu'il fallait. C'est des joueurs qui vont pas poser de problème au niveau de l'ego, quoi. Ils vont se greffer. Le recrutement est quasi parfait pour OKC. Pour Philadelphie, je pense que c'est beaucoup basé sur Paul George, qui est, voilà, sur le papier, c'est une forte recrue. Après, il faut voir pour la globalité, mais. Bon, on y vient. Sur quel player aura le plus d'impact parmi les nouveaux joueurs? Quel nouveau joueur? Paul George, largement. Ouais, il y a des chances. Deuxième, Michael Bridges et 4. Et Alex Caruso, 4e, pour avoir un peu plus de love. Ensuite ont été cités Hartenstein, DeMar DeRozan. Voilà. Ok, très bien. Le joueur, la recrue la plus sous-estimée, tiens, t'en parlais. Alex Caruso arrive en tête, 23%. Deuxième, c'est Kentavious Caldwell-Pope. Et je suis d'accord et en même temps, je suis un peu méfiant. Isaiah Hartenstein et Tyus Jones sont 3e. Voilà. Ensuite, Thompson, Chris Paul, qui a reçu des voix. Il y a aussi Kyle Anderson, Dante DiVincenzo, Josh Giddey, Caleb Martin, Gary Trent Jr. à Philly. Mais donc voilà, Alex Caruso, Hartenstein, ça me semble assez évident. Et pour KCP, pour revenir dessus, parce qu'on parle d'Orlando, moi aussi je suis un peu méfiant, parce que sur le papier c'est parfait, parce qu'il apporte exactement ce qui leur manque, c'est-à-dire expérience, défense, tir extérieur. Mais je me méfie toujours des mecs qui signent comme ça un contrat qui ont déjà accompli ce qu'ils avaient à accomplir. Le mec a remporté, ça y est, il est déjà champion, il a son contrat. Je me méfie un peu. Après, s'il apporte ce pourquoi il est là, c'est parfait. Là, ça peut très bien être la meilleure recrue comme la pire recrue vu le salaire. Voilà. Quelle équipe va le plus progresser en 2024-2025? Ça va te plaire. Memphis, 67% des voix. San Antonio, 13%. Philly a reçu des voix. Détroit a reçu des voix. Houston, Orlando, Phoenix. Memphis, ça me semble... oui, je pense que c'est une équipe qui va progresser. Si c'est le nombre de victoires, oui, c'est le nombre de victoires, je pense qu'ils vont progresser. Peut-être les Spurs. Ouais, je sais. Après, ils avaient pas. Enfin, Memphis, je sais plus combien Memphis avait de victoires, mais logiquement, ils seront. Même s'ils sont pas top 6, ils vont progresser, je pense. Allez, intéressant. Qui va gagner le trophée de rookie de l'année? Rich Shepard a pris 50% des voix. Zach Edey est deuxième. Donc il y a quand même beaucoup de monde qui croit vraiment au fait que Zach Edey, et j'en fais partie, il va faire une très bonne saison. Je pense effectivement qu'il a un vrai rôle en NBA. Stephen Castle termine 3e, qui ont reçu des voix. Ron Holland, Alex Sarr et 0 voix pour Zachary Rizaché. Ouais, c'est incroyable. Alex Sarr a quand même eu une voix. Ah, c'est le GM des Wizards qui a voté, je pense. Mais non. C'est-à-dire, je sais pas s'ils ont le droit de voter pour leurs joueurs, les GM. Je sais plus, je sais pas lu les. Parce que sinon, ça veut dire que le GM des Hawks, s'il fait partie du panel de votants, il aurait même pas voté pour Rizaché. Non, ils doivent pas avoir le droit de voter pour leurs joueurs. Mais bon, la défiance sur les rookies français, voilà. Mais je veux dire, même nous, on a été un peu prudents dans un premier temps, mais 0 voix, c'est un peu abusé quand même. Bon, ils vont leur donner tort, c'est très bien. Moi, je suis très content qu'ils aient pas de pression, que personne ne parle de Rizaché, que très peu de personnes parlent de Sarr et de Salin. C'est très bien. Il y a moins de pression. Bon, il y en a qui la gèrent très bien. Victor, il l'a très très bien géré, mais c'est parfait. Ils pourront que faire mieux que ce que les gens attendent. Alors attends, parce qu'il y a là, du coup, il a quand même été cité sur quelque chose. C'est quel rookie sera le meilleur dans 5 ans?
Reed Shepard arrive à nouveau en tête. Stephen Castle est deuxième. Stephen Castle. Et Riz Haché est troisième quand même. Il a eu 13% des voix. Ensuite, on a 2 joueurs de Washington, Bob Carrington et Alex Sarr. Bon. Au moins, ils reconnaissent, il y en a pas mal qui reconnaissent que alors, en fait, ils le voient pas bon tout de suite, mais ils le voient se développer comme un bon joueur NBA. Bon, c'est déjà ça. Quel rookie, plus gros style, pareil, ça va te plaire. Bob Carrington et Devin Carter et Johnny Furphy, je le connais pas du tout. Le mec d'Indiana qui a été pris en 35. En fait, ils sont 5 arrivés à égalité. Il y a Nikola Topic, il y a Terrence Shannon Jr. Enfin bref, ils savaient pas. Et tout le monde a reçu des votes. Même Zach Edey a reçu un vote. Rich Shepard en 3 a reçu un vote. Pour le style, genre quoi, quel style technique, style vestimentaire? Non, style. Style le vol, pardon. Je me dis, attends, il parle. En fait, on le dit même pas en français, quoi, mais la meilleure affaire, quoi. C'est la surprise, ouais. Mais ah oui, non, d'accord. J'étais parti sur un truc, le mec est le plus élégant. Je dis Zach Edey, c'est bizarre. Mais ça aurait pu, mais non, il pose pas encore cette question. Ok, très bien, ça va. Et donc Carrington en style, c'est très bien. Je le vois comme ça aussi. Allez, je te redonne une parce qu'elle est fatigante, très fatigante. Chaque année, c'est une catastrophe. C'est qui est le. En fait, tu te demandes, est-ce qu'il regarde vraiment encore l'Euroleague? Alors, c'est pas tant pour le numéro 1, attention. Vous allez voir, c'est pour ce qu'il y a à côté. C'est qui est le meilleur joueur international qui ne joue pas en NBA. Donc en fait, chaque année, les mecs te citent un mec qui est passé par la NBA, mais qui n'y est plus, parce que voilà, ils connaissent pas. Donc Sacha Vezenkov arrive en tête. C'est pas ce qui est surprenant, c'est la suite, c'est que derrière tu retrouves Nikola Mirotic, Eddie Tavares, mais il y a Nolan Traoré, il est déjà. Ils avaient mis Victor en tête, non, l'année dernière? Non, c'était Mirotic l'an dernier. Ah, c'est Mirotic. Parce qu'il était en NBA, Victor. C'était il y a 2 ans qu'ils avaient mis Victor. Mais attention. Donc Nolan Traoré, il a des voix. Attention, que du love pour Traoré, hein, mais. Enfin. Et qui a reçu des voix. Armel Traoré, il a reçu une voix. C'est le GM des Lakers, quoi. Je capte pas. Mais bref. Non, il regarde pas tellement. Voilà. Non, je pense qu'il regarde. Ils prennent les mecs qu'ils connaissent, qu'ils ont déjà vu, qu'ils ont déjà eu en trading camp. Je pense que c'est ça. Qui est le meilleur défenseur de la NBA? Ils ont mis Victor. Victor, assez plébiscité. 40% des voix pour Victor. Devant Bam, devant Rudy Gobert, devant Jrue Holiday, devant Giannis. Bon, voilà. Devant Giannis, ça me fait un peu mal. Devant Giannis, devant Holiday. Mais bon, à la limite, je vais moins moutrer que d'habitude, dans le sens où c'est la saison 2. Donc peut-être qu'il va passer un cap. Mais je ne pense pas que Victor Wembanyama est le meilleur défenseur de la NBA. Allez, j'enchaîne. D'ailleurs, sur le plus polyvalent, ils ont mis Giannis qui arrive en tête, mais au final, il est très peu cité dans le meilleur défenseur de la NBA. C'est très bizarre. Meilleure équipe défensive, Boston. Meilleur coach, Spoelstra. Ouais, voilà. C'était sûr. 2 années de suite que c'est Spoelstra. Devant Marc Degnaud et Steve Kerr. Voilà, il y a des trucs sur les coachs, je les épargne. Si nouveau coach qui aura le plus d'impact, Mike Budenholzer, je pense que nous on pense pareil. L'équipe la plus sympa à regarder, les Pacers. Je suis désolé, hein, j'accélère un peu. Intéressant, parce que je pense qu'on est d'accord. Quelle équipe c'est le plus dur à pronostiquer cette saison, tu vois, là, où ils vont être? Les Lakers arrivent en tête. Devant les Rockets, les Pelicans, les Suns et les Mavericks et les Sixers. Et je suis d'accord sur toutes, en fait. C'est toutes des équipes très différentes, mais c'est toutes des équipes que je trouve effectivement assez dures à... Tu sais, même hier sur les Sixers, tu vois, on en parlait sur le chat. C'est pas simple, tu vois, à quel point on les considère ou pas. Donc voilà, donc ça c'était ça. L'équipe, le meilleur shooter Stephen Curry, le plus rapide avec la balle des Aaron Fox évidemment. Le meilleur leader, Stephen Curry, encore une fois. Chaque année, il revient. Enfin, quasiment chaque année. L'an dernier, c'était LeBron James. Mais Stephen Curry est très souvent cité. Voilà. Celui-là est intéressant. Le joueur le plus polyvalent de la NBA, Giannis Antetokounmpo. Ok, toujours, ouais. Pour un mec, non, mais tu sais, pour un mec qui est souvent considéré comme pas du tout technique par une partie des fans, les GM le voient comme le joueur le plus polyvalent de la NBA. Il fait que courir et sauter, il avait dit James Harden. Si James l'a dit. Allez, le dernier. Si tu devais donner le tir à quelqu'un quand le match est serré, faut décider à qui tu le donnes. Luka ou Steph, non? Steph est en tête, 40%. Devant Kevin Durant, Luka est 3e. Ensuite, il y a Jokic et Lillard. Le dernier tir, je sais pas. Bon, Jokic, il en a mis des paniers clutch, mais je sais pas si c'est à lui que je le donne.
Ouais, je le donne à la limite la dernière possession. Ouais, Je peux la donner à Jokic, mais je ne donne pas forcément le tir si c'est vraiment un tir. Ouais. Voilà, pour le GM des surveys, on a fait le GM des surveys. Jean-Claude Van Damme style. Oh là là, c'est de pire en pire. Et je déteste ça en plus, c'est le pire. Je déteste les anglicismes. Mais ouais, le sondage des GM, on a bouclé ça, on a fait un peu plus long que d'habitude. On va s'arrêter là, on se retrouvera de toute façon demain, évidemment. Vous connaissez le rendez-vous. L'actualité commence à devenir de plus en plus intéressante. Donc voilà, n'hésitez pas à être en rendez-vous, à vous abonner, mettre la cloche, tout ça, un like, un commentaire, comme vous voulez. À acheter le MOOC, évidemment. Et acheter le MOOC, plusieurs MOOC. Plein de MOOC. Plein de MOOC, plein de MOOC. Plein de MOOC, s'il vous plaît, on a des choses à financer. On dit pas quoi, mais des choses à financer. Ouais, la piscine d'Antoine à Munich attend toujours là. Le jacuzzi dans mon salon. Yes. Bon, écoutez, sur ce, bonne journée à tous. Allez. On se retrouve demain. Ciao, ciao. À demain, ciao.